Bonsoir à tous, bienvenue sur Vivo Vojo. Je suis Karine Sio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Delorgeril, docteur en médecine, cardiologue, chercheur au CNRS et épidémiologiste et expert en nutrition et méthodologie des sciences. Ce soir, nous allons explorer les maladies cardiovasculaires qui touchent environ des centaines de millions de personnes dans le monde. Selon les dernières estimations, elles sont la première cause de décès, aussi bien dans les pays riches que dans les pays en développement. En France, les maladies cardiovasculaires touchent environ des millions de personnes et sont également une cause majeure de décès, avec environ 150 000 décès par an. Michel nous partagera ce soir, pendant le webinaire, des stratégies pour améliorer notre mode de vie et comment réduire l'incidence des risques cardiovasculaires ischémiques. Alors Michel, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter et présenter votre parcours ? Alors me présenter, eh bien, je suis médecin et cardiologue, comme vous l'avez dit. J'ai été longtemps chercheur au CNRS, où je pratiquais la physiologie et l'épidémiologie, et j'étais, on peut dire en toute humilité, expert et en nutrition, en cardiologie et en méthodologie des sciences médicales. Alors si je refais mon parcours très rapidement, j'ai passé le concours de médecine à Paris, au CHU Saint-Antoine. J'ai passé ma thèse de médecine à Toulouse en 1978, vous voyez, donc ça fait longtemps. Donc pour le dire vite, j'ai commencé à faire de la cardiologie au milieu des années 70. Nous sommes au milieu des années 2025, vous voyez, 24-25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 50 ans d'expérience en pratique de la cardiologie. Alors, j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé donc à Paris, à Toulouse. Ensuite, j'ai été à Genève, en Suisse. Et j'ai eu la chance d'être dans un plus grand centre de cardiologie en Europe et même au monde. Ensuite, je suis parti au Canada, à nouveau dans un des plus grands centres de cardiologie au monde, Montreal Heart Institute. Et puis finalement, je suis rentré en France, à Lyon, où j'ai pu, j'étais un chercheur mûr, comme on dit, et j'ai développé donc mes propres programmes de recherche, notamment sur la prévention des maladies cardiovasculaires et la nutrition. Alors j'ajoute juste un mot, parce que c'est anecdotique, mais pas forcément. Je suis né en Algérie. Avant d'être à Paris, j'ai passé toute ma jeunesse au bord de la Méditerranée. Et au cours de mon parcours universitaire, j'ai fait des interruptions à plusieurs reprises. J'étais fatigué, je travaillais beaucoup. Et j'ai notamment passé 2 ans sur mon bateau en Méditerranée à découvrir le monde méditerranéen, à découvrir les peuples méditerranéens, leur façon de vivre, leur façon de se nourrir, etc. Et ça m'a vraiment programmé, je dis ça, programmé, pour travailler sur notamment les habitudes alimentaires méditerranéennes, parce que d'autres chercheurs, et notamment des Américains, avaient montré que les Méditerranéens étaient des populations très particulières sur le plan des maladies cardiovasculaires. Ils étaient apparemment protégés par rapport, par exemple, aux Américains. Super, quel parcours fascinant. Je vous propose de commencer par un point historique. Pourquoi parle-t-on d'épidémie de maladies cardiovasculaires au XXe siècle ? C'est une très très bonne question, parce que le mot épidémie, étymologiquement, c'était initialement destiné à décrire les maladies infectieuses, la peste, le choléra, etc., dans n'importe quel pays. Oui, mais au XXe siècle, il s'est passé quelque chose de très particulier. Ça démarre à peu près en 1920. Tout d'un coup, les maladies cardiovasculaires explosent dans le monde occidental. Et il a fallu du temps pour que l'on comprenne ce qu'il se passait. Alors ça explose, mais à une vitesse extraordinaire, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Le maximum est observé aux États-Unis, par exemple, à peu près en 1970. Et puis ensuite, ça va décliner très rapidement. Et là aussi, on a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait. Donc c'est typiquement une épidémie, et on pourrait presque parler de pandémie, parce qu'il n'y avait pas que les États-Unis, c'était pratiquement tous les pays occidentaux qui devaient affronter ces maladies cardiovasculaires et qui représentaient des millions de décès
aux États-Unis, par exemple, on a été jusqu'à 1 200 000 décès par an pour une population de 250 millions d'habitants. Donc c'était vraiment quelque chose, je pèse mes mots, hein, d'épouvantable. Et ça concernait des hommes jeunes, surtout. Les femmes apparemment étaient protégées. Et ça a nécessité des programmes de recherche intenses, des investissements de la part des gouvernants, et notamment dans les pays occidentaux, mais pas seulement les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays scandinaves étaient très atteints, les pays du nord de l'Europe en général, l'Australie. Et donc c'est en termes de santé publique, hein, comme on dit maintenant, on peut dire que quand on refera l'histoire de la médecine au XXe siècle, c'est un moment absolument critique de la santé des populations. Je pense que c'est vraiment important de le comprendre et que vous puissiez nous l'expliquer. Il existe deux grandes visions sur l'origine dite des plaques d'athérome. Je sais que c'est un sujet qui est assez important pour vous, que ce soit bien expliqué. Donc certains affirment que c'est l'excès de cholestérol dans le sang qui forme et fait progresser la plaque, tandis que d'autres considèrent que l'athérosclérose est comme une maladie de l'endothélium. Quel est votre avis ? Bravo, vous avez résumé cette problématique de façon très claire. Alors, je reprends, hein, si vous le permettez. Donc, beaucoup de médecins conventionnels, aujourd'hui, vous disent athérome, plaque d'athérome, athéromatose, etc. Alors, c'est un concentré d'erreurs. Alors, vous allez me dire, le vocabulaire, ce n'est pas l'explication de l'erreur, mais ça trahit quand même ce qu'il y a dans la tête des gens. Alors, l'athérome ou l'athéromatose, ça n'existe pas. Si vous reprenez l'étymologie du mot, ça veut dire bouillie, athérome en grec. Et en fait, ce que nous appelons la plaque d'athérosclérose, c'est dur comme du bois, et ce n'est pas de la bouillie. Parce que si c'était de la bouillie, étant donné qu'il y a une très forte pression dans les artères, ça ne bloquerait pas, ça ne boucherait pas les artères. En fait, l'athérosclérose, ça bouche en partie les artères. Alors vous dites, certains prétendent que c'est à cause du cholestérol. Alors, ça a été l'objet d'une controverse interminable, mais aujourd'hui, on est presque en 2025, là, on peut dire que vraiment, sur une base scientifique sérieuse, si on reprend les choses, on peut dire que le cholestérol est innocent. Définitivement, le cholestérol est innocent. Il ne joue pas de rôle important dans le développement de la plaque d'athérosclérose. Par contre, l'endothélium dont vous parlez, et qui est la partie interne de l'artère, et qui empêche, si je puis dire, le sang qui circule dans les veines ou dans les artères de coaguler. Vous voyez, si vous avez une brèche dans une veine ou une artère, ça coagule immédiatement pour arrêter le saignement. En période normale, sans rupture ou brèche des vaisseaux, ça ne coagule pas. Pourquoi ça ne coagule pas ? Eh bien parce que l'endothélium, pas seulement l'endothélium, mais principalement cette monocouche cellulaire qui tapisse l'intérieur de l'artère et de la veine, sécrète des substances anticoagulantes, antiplaquettaires, vasodilatatrices. Et c'est quand cet endothélium fonctionne mal que commencent les ennuis. Alors c'est une longue histoire que je ne peux pas résumer maintenant en quelques minutes, mais la dysfonction de l'endothélium, c'est la maladie des artères, et même c'est probablement aussi la maladie des veines, mais c'est moins bien connu. Et le point de départ, c'est la plaque d'athérosclérose, mais le point final est catastrophique, hein, c'est quand il y a un thrombus, c'est-à-dire un caillot, les médecins disent thrombus, le conventionnel dit, ou le grand public dit caillot dans une artère qui va boucher complètement l'artère. Ça, c'est la catastrophe, c'est l'infarctus du myocarde dans le cœur, c'est aussi l'accident vasculaire cérébral ischémique. Je crois donc qu'on peut vraiment dire que le cholestérol n'est pas responsable. Non, en aucune manière. En aucune manière. On peut vraiment sortir ça de nos têtes. Alors pourquoi il y a une controverse à ce propos ? Eh bien, ça nécessite là une analyse fine, un historique, des médicaments anticholestérol, mais c'est vraiment, je crois qu'on peut parler de désinformation, avec des intérêts économiques, commerciaux derrière, c'est-à-dire les médicaments anticholestérol. Peut-être que le problème le principal, c'est que cette désinformation, elle n'est pas simplement propagée par
l'industrie, elle est aussi propagée par les sociétés savantes, par les gouvernants, les autorités sanitaires. Il y a une espèce de, chez les conventionnels, de consensus pour dire il faut absolument baisser le cholestérol est trop haut, il faut absolument la baisser. En fait, les données scientifiques ne disent pas ça du tout. Et c'est ça qu'il faut regarder, je veux dire, avec... il faut être très méticuleux. C'est là que la science est importante, une science qui est indépendante de tout intérêt commercial. Et de la même manière, en fait, vous parlez de désinformation, et de la même manière, c'est important aussi de pouvoir, vous pouvez peut-être nous dire le bon et le mauvais cholestérol, ce qu'on entend en fait aujourd'hui beaucoup, qu'on a du bon et du mauvais cholestérol, et peut-être de revenir là-dessus, parce que je pense que ça aussi, ça fait partie d'une désinformation. Oui, alors complètement. Vous voyez, une molécule qui serait bonne quelquefois et mauvaise à d'autres moments, vous voyez, c'est du Walt Disney, c'est du Blanche-Neige. Un scientifique sérieux, il ne peut pas adhérer à ce genre de théorie. Et pourtant, c'est dit et répété, les pauvres patients, ils regardent leur bilan lipidique quand ils reviennent du labo. Le bon, il est bas, et le haut, et le méchant, il est haut, là là, je vais mourir. Alors, ça n'a pas de sens. Et on a des données scientifiques maintenant qui sont tellement solides pour dire que ce genre de théorie, ce genre d'idée, le bon et le méchant, vous voyez, pourquoi pas le truand et le... Bon, c'est absurde. Voilà. Et on a des données scientifiques, il suffit de les regarder, il suffit de travailler pour constater les évidences. Oui, vous avez raison, ça n'a pas de sens, le bon et le méchant, il faut mettre ça à la poubelle. Je crois que de la même manière, on peut se poser la question sur la problématique, est-ce que il faut en avoir trop, pas assez? Enfin, dans le dosage, à des moments, on nous dit vous en avez trop, ou alors on n'en a pas assez. Quelle est la vérité là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, pas assez... c'est rare qu'on le dise. C'est surtout, vous en avez trop, donc il faut un médicament. Parce que c'est ça le raisonnement. Oh là, il y en a trop, donc il faut la baisser, donc un médicament. Mais c'est vrai, la question du pas assez, c'est une question médicale importante. Et je vais vous donner un exemple très simple. De plus en plus, dans le milieu de la nutrition, vous savez que c'est un domaine où je suis considéré comme un expert, en toute humilité. Mais trop souvent, on pense que les gens se nourrissent trop et sont surnourris. Et en fait, à l'heure actuelle, de nombreuses équipes travaillent au contraire, dans le cadre des maladies cardiovasculaires, sur une malnutrition. Les gens ne sont pas bien nourris. C'est un peu la même chose avec l'obésité. Les gens sont en surpoids et pourtant ils sont mal nourris. C'est quelqu'un qui est mince, alors il est potentiellement bien nourri. Dans les maladies cardiovasculaires, c'est la même chose. Et on développe là maintenant des scores de nutrition qui nous permettent de repérer les mal nourris susceptibles de faire un problème cardiovasculaire. C'est très important parce qu'il faut le corriger. Eh bien, on utilise 3 paramètres pour trouver les mal nourris. C'est premièrement l'albumine, parce que l'albumine c'est une protéine du sang. On sait quand l'albumine est basse, que nos patients n'ont pas leur dose d'albumine habituelle. Le deuxième, c'est les lymphocytes. C'est aussi un paramètre qui nous indique un manque de protéines dans l'alimentation. Et enfin, c'est un cholestérol abaissé. Et à partir de lymphocytes, albumine et cholestérol, on détermine un score de malnutrition qu'il faut corriger. Vous voyez, c'est un cholestérol abaissé. Alors, pour les médecins en médecine interne, on sait que lorsque l'on tombe sur un cholestérol abaissé dans la prise de sang chez un patient, le patient est malade. Il est même gravement malade, c'est probablement parce que son foie, par exemple une hépatite, puisque c'est le foie qui produit le cholestérol, un cholestérol abaissé, c'est pas bon du tout. Il y a des maladies génétiques avec un cholestérol abaissé, et là, malheureusement, les enfants sont en très mauvaise santé. Vous parlez justement de génétique. Est-ce qu'il existe des prédispositions héréditaires aux maladies cardiovasculaires? Bien sûr. Ça, c'est un élément absolument fondamental de la pratique médicale et dans toute consultation tout à fait conventionnelle, le médecin doit faire un arbre généalogique pour trouver si chez ce patient il y a une prédisposition familiale. Oui, il y a une prédisposition familiale aux maladies cardiovasculaires
Et on le voit très bien quand voilà, le patient, papa, maman, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Il faut tout regarder. C'est très important parce que ça peut sauter des générations. En général, le médecin conventionnel, quand il voit une prédisposition familiale, il pense tout de suite cholestérol. Ça, c'est catastrophique. Et on voit tellement de patients qui viennent nous voir en disant « Docteur, je fais du cholestérol, c'est dans la famille, c'est comme ça. » Et alors, là, vous interrogez le patient, vous dites « Est-ce qu'il y a des maladies cardiovasculaires dans la famille ?» Quelquefois, non. Non. Votre papa va bien? Oui. Et votre maman? Oui. Votre grand-père, il est décédé de quoi? Il avait la tuberculose, il a fait une maladie cardiovasculaire. Et vous avez des familles comme ça où il y a du cholestérol, mais pas de maladie cardiovasculaire. Et vous avez des familles où il y a des maladies cardiovasculaires, mais il n'y a pas de cholestérol élevé. Et quelquefois, dans la même famille, avec un cholestérol élevé, vous en avez certains qui ont le cholestérol élevé et une maladie cardiovasculaire, et d'autres qui ont le cholestérol élevé et pas de maladie cardiovasculaire. Donc il est fondamental de faire la différence, quand on fait l'arbre généalogique, entre la prédisposition aux maladies cardiovasculaires et la prédisposition à avoir un cholestérol élevé. Ce sont deux questions différentes. Et quand on a un cholestérol élevé familial, c'est-à-dire transmis de génération en génération, ce n'est pas une maladie. C'est simplement une caractéristique physiologique. Et on a maintenant, c'est extraordinaire parce que c'est publié dans des grandes revues médicales, etc. On sait parfaitement que si vous mesurez le cholestérol dans une population, disons, senior, à partir de 50 ans, et que vous regardez leur espérance de vie, la meilleure espérance de vie, c'est pour ceux qui ont un cholestérol élevé. C'est surtout dans ce cas qu'après sont prescrits des médicaments anti-cholestérol. Et c'est absurde. Et c'est absurde, de la même manière que l'on sait qu'avoir un cholestérol élevé, c'est associé à une diminution du risque de cancer. Il ne faut pas donner des médicaments anti-cholestérol dans une famille, parce qu'il y a des familles où il y a une prédisposition au cancer. Si votre papa, votre maman, votre grande sœur, etc. a eu un cancer, surtout pas diminuer le cholestérol, parce qu'on va favoriser l'apparition des cancers en diminuant le cholestérol avec un médicament. Et je pense que c'est là où c'est important aussi de soulever les risques qui sont associés à ces médicaments. Voilà. Oui, malheureusement. Alors ça, je vais vous dire, c'est une question que je qualifierais d'extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, des médicaments qui sont toxiques, c'est les expérimentations animales qui l'ont montré. Quand vous interrogez les patients qui sont soumis à ces traitements, ils vous décrivent parfaitement leurs troubles. Alors ça peut être des douleurs musculaires, des douleurs ligamentaires, ça peut être de la dépression, ça peut être toutes sortes de choses publiées dans des grandes revues médicales où des gens, des experts ont dit « bah oui, quand mes patients sont sous statine, ils ont plus de risque de faire une insuffisance rénale ». Bon, je passe parce que c'est tellement toxique que ça ne devrait pas échapper aux médecins. Et pourtant, c'est quelque chose d'extraordinaire. La pharmacovigilance ne le voit pas. Et pourquoi la pharmacovigilance ne le voit pas? C'est un peu comme avec le Mediator. 35 ans de commercialisation et pas une plainte, pas une seule alerte de la part du corps médical vis-à-vis du Mediator. Et quand on a fait une enquête rétrospective sur le Mediator, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des morts, on a vu des insuffisances cardiaques, des pathologies des valves cardiaques, etc. Ça ne fait aucun doute. Et pourtant, il n'y avait aucune alerte. Et le dossier de pharmacovigilance est vide. Vous voyez, c'est cette pharmacovigilance institutionnelle, basée sur les déclarations des médecins, elle est complètement défaillante. Et en France, plus qu'ailleurs. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, et j'insiste un petit peu sur ce point-là, parce qu'à propos des médicaments anti-cholestérol, le dossier, c'est important. Le dossier scientifique est considérable, et la pharmacovigilance ne dit rien, ne voit rien. Alors, c'est pas nouveau, le Mediator, mais ça persiste. Et bien, avec les statines, c'est un peu ça. Il y a des populations où on voit, mais dans un pays comme la France, on ne voit pas, on ne sait pas. Alors on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est un phénomène qui a été décrit. Le médecin
normales, généralistes, cardiologues, ne déclarent pas les effets indésirables des médicaments, des produits de santé en général, pas simplement des médicaments. Il y a eu, vous savez, les prothèses mammaires, etc., où il a fallu que les gens aillent porter plainte. Le sang contaminé par le sida, ce n'est pas les médecins qui ont donné l'alerte, ce sont les familles. Vous voyez, bon. Eh bien, avec les médicaments anticholestérol, c'est la même chose. Les médecins ne déclarent pas. Alors, ils déclarent un petit peu, bien sûr. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais ça a été quantifié. Ça a été quantifié par plusieurs études. Grosso modo, les médecins déclarent 1/10 des effets indésirables qu'ils constatent. Et donc, avec un aussi bas taux de déclaration, on ne sait rien sur la réalité de la toxicité des statines, sauf qu'il y a des équipes qui publient des articles magnifiques sur la toxicité de ces médicaments, et donc ça ne fait absolument aucun doute. Et donc, Michel, vous, en tant qu'expert, quel conseil vous pourriez donner, quel conseil vous pourriez donner sur le changement de mode de vie pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires ? Alors, c'est la question fondamentale, parce que les maladies cardiovasculaires, il y a 2 grandes causes qui expliquent les maladies cardiovasculaires. D'une part, une prédisposition familiale. Alors, on peut revenir à cette question-là, parce que c'est absolument fondamental, notamment la prédisposition à l'hypercoagulation, que je décris dans mes livres. Et puis, il y a le mode de vie. Pendant très longtemps, on va dire jusqu'au début des années 2000, c'était le mode de vie qui nous paraissait la cause principale des maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait par exemple le tabac. Le tabac, c'est une cause. Hein. Ça a été longtemps nié par l'industrie du tabac. C'est un facteur de risque, une cause d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral qui a été négligé pendant des décennies. Hein. On fumait dans les avions, on fumait dans les restaurants, on fumait partout. Et quand quelqu'un disait « je veux pas que vous fumiez, que vous m'envoyiez votre fumée », il était considéré comme un méchant, un vilain, un emmerdeur. Hein. C'est cette négligence des autorités sanitaires. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas parce que vous êtes jeune, mais le premier geste accompli pour lutter contre le tabagisme, c'est d'accorder dans les avions les derniers sièges au fond de la cabine. Hein, il y avait un rang de sièges pour les non-fumeurs, et devant on fumait. Vous voyez, bon, l'air était aspiré. Bon, okay. On avait des cendriers sur les fauteuils. Hein. Certains avions un peu vieux, on a encore les cendriers sur les accoudoirs. Donc, alors, il y avait ça. Il y avait aussi l'espèce de sédentarité des gens, notamment des hommes jeunes. Ils travaillaient beaucoup. Hein. En France, c'était les 30 Glorieuses. Les gens travaillaient beaucoup. J'ai vu mon père vraiment travailler beaucoup, travailler le samedi, travailler le dimanche pour finir ses dossiers. Hein. Donc les gens travaillaient beaucoup. Et la dernière idée qui leur venait, c'était d'avoir de l'activité physique, de loisirs, ou sportive. Sportive, c'était impossible. La France était un pays où on n'aimait pas le sport. Hein. C'était comme ça. C'est mieux maintenant. Bon. Mais en plus, l'activité physique de loisirs, c'est né probablement aux États-Unis par réaction aux maladies cardiovasculaires. Et le premier type d'activité physique qu'on a vu apparaître, ça porte un nom anglais, hein, c'est le jogging. Hein, c'était simplement marcher vite. Jogging, ça veut dire marcher vite. Et j'ai vécu cette période où, dans les villes, pas dans les campagnes, hein, mais dans les villes, tout d'un coup, on a vu les gens avoir compris que leur espèce de paralysie musculaire pendant toute la journée de travail devait être compensée par un petit exercice physique. Et puis après, c'est devenu beaucoup plus important avec les nouvelles générations. Et puis la troisième cause, disons, de mode de vie qui expliquait les maladies cardiovasculaires, c'était les habitudes alimentaires. Hein. Il suffisait d'aller dans des restaurants pour voir les menus qui étaient proposés. On a véritablement vu apparaître, par exemple, des plats méditerranéens. Il y avait des couscous hein, à Paris, quartier latin. Nous, on allait manger le couscous parce que c'était pas cher, c'est un plat méditerranéen. Mais de façon générale, aux États-Unis, dans toute l'Europe du Nord,
les habitudes alimentaires étaient catastrophiques. Hein. Nous avons fait, avec mes équipes, des enquêtes pour voir, par exemple, au Pays de Galles, on avait un film extraordinaire où on avait demandé à une mère de famille de préparer devant la caméra le dîner du soir, et elle avait décidé de préparer des côtes de porc, la poêle, et elle a mis la moitié d'un pain de beurre à fondre dans la poêle, et elle a mis des côtes de porc bien grasses, probablement délicieuses, dans la poêle. C'est un exemple. Et il n'y avait pas de légumes, vous voyez. Les fruits, c'est autre chose. Hein. Aux États-Unis, par exemple, les gens mangeaient beaucoup de fruits, mais ce n'étaient pas des fruits adaptés à... vous voyez, par exemple, on mangeait beaucoup de pamplemousse aux États-Unis. Or, le pamplemousse contient des produits qui inhibent certains médicaments, etc. Ce n'est pas le fruit idéal. Bon, bref, le régime méditerranéen était complètement négligé. Et je me souviens, quand j'étais à Genève, bon, c'est la Suisse, c'est pas des Suisses allemands, mais presque, hein, c'est des calvinistes, et il y avait des sortes de moqueries vis-à-vis de certains d'entre nous, parce qu'en Suisse, il y avait des migrants. À l'époque, c'était pas des Africains ou des Nord-Africains, c'était souvent des Portugais, des Italiens, des Espagnols, etc. Et pour dire, au lieu de dire ça l'italien ou ça l'espagnol, les mots utilisés étaient extraordinaires. Il pue l'ail. Il pue l'ail. Et ça veut dire c'est un gars qui vient de la zone méditerranéenne et il se nourrit avec des trucs dégoûtants. Quand on allait à la cantine du CHU, je me souviens, dans l'ascenseur déjà, les gens disaient « Oh là là, ça pue le pescaille », ça puait le poisson. Parce qu'à la cantine, une fois par semaine, on donnait du poisson. Vous voyez, l'ail et le poisson, deux aliments typiquement méditerranéens, étaient moqués. Vous voyez, à la maison, c'était sûr qu'on ne mettait pas de l'ail dans la salade et qu'on ne mangeait pas de poisson. Ça, c'est super, parce que justement, vous parlez de régime méditerranéen. Ce serait intéressant de savoir si c'est vraiment si efficace que ça. Eh bien oui. Oui. Alors il y a eu des grandes études épidémiologiques, j'en parle dans mes livres, par exemple la Seven Countries Study, où des investigateurs américains ont montré l'extraordinaire différence en termes de mortalité cardiovasculaire. C'est des cohortes semblables en Italie, en Grèce, aux Pays-Bas, en Finlande, aux États-Unis, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça vaut la peine de réétudier ça, parce qu'ils ont étudié, par exemple, une cohorte à Chicago, mais c'était des centaines d'hommes jeunes suivis pendant 30 ans. Hein, ça avait commencé dans les années 50, et on a eu les résultats dans les années 80. Et en même temps, ils suivaient des cohortes en Crète, ou à Corfou. Il y avait aussi des cohortes au Japon, des cohortes en Finlande, etc. Et alors, on regarde les chiffres. Bah, évidemment, le paysan crétois ou le pêcheur sicilien, c'est pas un ouvrier ou un conducteur de bus à Chicago. Vous voyez, il y a des différences considérables. Dans le mode de vie, dans la sociologie de ces populations, il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas en Crète. Ni à Corfou d'ailleurs. Bon, mais au bout de 30 ans, qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que la cohorte américaine a quasiment disparu. Hein, pratiquement les 3/4 sont morts en 30 ans. Et il n'y a aucun décès cardiovasculaire à Corfou et tous les Crétois sont vivants. Vous voyez, alors ça explose. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs. Vous allez dire, oui, mais à Corfou, ils ne fument pas. Bien sûr que si, qu'ils fumaient à Corfou. En Crète, ils ne fument pas. Bien sûr que si, qu'ils fumaient en Crète. Et les Japonais aussi, pratiquement aucun décès. Il y avait 3 cohortes différentes au Japon. Est-ce qu'ils fumaient ? Oui, les Japonais étaient des grands fumeurs. Et pourtant, ils faisaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires que les Américains, les Finlandais ou les Néerlandais. Vous voyez ? Donc, les Méditerranéens, c'était la même chose en Italie, mais c'était un peu atténué par rapport aux Grecs. C'était vraiment les Grecs qui étaient les plus extraordinaires, à tel point qu'un de mes confrères, à l'INSERM, s'était rendu célèbre. Le pauvre, il est décédé maintenant, il était beaucoup plus âgé que moi, mais en définissant non pas le régime méditerranéen, mais le régime crétois, de Crète. Donc, le régime crétois. Et
à l'époque, personne dans le monde de la médecine n'adhérait à ce genre de choses, bien que ça crève les yeux qu'il y avait quelque chose d'important à étudier. Et j'entends encore des journalistes dans les médias qui me dirent, quand moi je disais « oui, mais attendez », et ils me disent « ah, vous n'allez pas encore nous emmerder avec le régime crétin ». Vous voyez, c'était ça, hein, le niveau. Hein, vous voyez, c'est dur à vivre. Mais c'est quand même nous qui avons été les premiers à démontrer les effets protecteurs du régime de la diète méditerranéenne. Quand on a publié nos premiers résultats, évidemment, vous voyez, le gars qui parlait de régime crétin ne nous a pas cru. Et la critique qui nous était faite, c'est « too beautiful to be true », trop beau pour être vrai. Oui, sauf que un certain nombre d'investigateurs dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, etc., en Finlande, etc., nous ont cru. Et nous ont cru d'une certaine manière en disant « si c'est vrai, c'est vraiment formidable. Eh ben, on va vérifier ce que racontent les chercheurs français. » Ça a toujours été confirmé. Je ne connais pas une seule étude négative. Vous voyez, autant, si on parle des médicaments anticholestérol, je peux vous énumérer des dizaines d'études négatives, ce qui nous permet de réfuter, hein, selon les termes de Karl Popper, le fondateur moderne de l'épistémologie. Eh bien, pour le régime méditerranéen, pour la diète méditerranéenne, il y a 0 étude négative. Vous ne pouvez pas réfuter cette théorie. Elle est corroborée, je dirais, presque toutes les semaines par de nouvelles études. C'est incroyable. On se rend compte qu'avec l'alimentation, avec le régime méditerranéen, on peut réduire considérablement les maladies cardiovasculaires. Eh bien, dans une des études que j'ai conduites chez des patients qui avaient survécu à un infarctus, d'un côté, il y avait des gens qui recevaient des conseils méditerranéens donnés par nous, et de l'autre côté, il y avait eu un tirage au sort. Les patients, c'était des patients qui avaient survécu à un infarctus aussi, eh bien, ceux-là, ils recevaient les conseils des diététiciennes du CHU de Lyon, qui étaient basés sur « il faut baisser votre cholestérol ». Alors nous, on disait d'un côté huile d'olive, et de l'autre côté, ils disaient huile de tournesol. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais il y en avait bien d'autres. Il ne venait pas à l'idée des diététiciens de l'époque de donner des matières grasses. Alors nous, on disait, si vous mangez du poisson, mangez du poisson gras, hein, du maquereau, des anchois, de la dorade, etc., du thon. Et eux, oula, le poisson, c'est dangereux, c'est gras. Nous, on disait, mais mangez des œufs, bien sûr. Mais l'œuf est très riche en cholestérol. Et donc, la diététicienne de l'hôpital disait, surtout pas d'œufs, oulala, ça va vous empoisonner, etc. Je donne plein d'exemples comme ça, mais c'est évident que l'œuf est un magnifique aliment. Hein, ça, c'est des protéines, des lipides, il y a tout ce qu'il faut dans l'œuf, évidemment, puisque l'œuf est conçu par la poule pour nourrir son fœtus, hein, et donc pour qu'il soit en bonne santé. Et donc, vous voyez ce genre de contradiction entre, disons, le conventionnel de l'époque. Alors maintenant, je ne pense plus aucun diététicien n'ose dire à quelqu'un de ne pas manger des œufs. Mais l'idée que le cholestérol est dangereux, y compris celui de l'œuf, persiste. Pourtant, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors le plus fascinant avec vous, Michel, c'est que, notamment, vous évoquez beaucoup d'éléments, mais vous vous appuyez sur des données scientifiques, avec des articles, avec des recherches que vous avez fait pendant de nombreuses années. Et donc, tout ce que vous avancez aujourd'hui, c'est vraiment documenté. En fait, il y a vraiment de choses que vous apportez. Et donc, je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir avoir tous ces éléments avec nous voilà, et de vous avoir avec nous. Je vous remercie beaucoup. C'est très gratifiant à votre façon de me le dire. Mais je vais aller un peu plus loin. Je vais parler de moi, mais rapidement, ne vous inquiétez pas. Mais je crois que personne ne me conteste aujourd'hui dans le monde médical et scientifique. Le titre, ça n'a pas beaucoup de valeur, hein, ça ne rapporte rien en tout cas, mais d'une sorte d'expertise en méthodologie scientifique. Et alors pourquoi c'est comme ça? Simplement parce que j'ai presque 50 ans d'expérience en méthodologie scientifique, puisque quand j'ai passé ma thèse de médecine à Toulouse en 1978, donc je travaillais déjà en 1976, c'était un essai randomisé en double aveugle. C'était dans la pancréatite aiguë, ce n'était pas dans les maladies cardiovasculaires. Et on testait le glucagon, peu importe
contre un placebo chez des patients qui avaient une pancréatite aiguë. Et j'ai eu cette chance extraordinaire, tout jeune médecin, même pas encore diplômé, d'être impliqué dans un essai clinique randomisé en double aveugle qui à l'époque, n'était pas pratiqué par l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique pouvait commercialiser des médicaments sans avoir besoin de démontrer que c'était efficace. Mais là, je suis tombé sur des jeunes gastro-entérologues toulousains, des gens formidables, qui m'ont initié, vous voyez, j'avais pas 30 ans, aux premières techniques des sciences médicales, parce que c'est une technique, l'essai clinique, hein, c'est pas la science médicale, c'est un outil utilisé par la science médicale pour développer les connaissances scientifiques. Et ça a été pour moi quelque chose de formidable. Je travaille pendant 2 ans et je passe ma thèse en 78. Et j'avais pris de l'avance. J'avais pris de l'avance sur toute ma génération grâce à ces Toulousains. J'étais pas le premier investigateur dans cette étude, bien sûr. Il y avait un professeur de gastro-entérologie qui était là. Mais j'étais un participant. J'allais voir les patients, je remplissais les dossiers. Bref, je participais et il a bien fallu que je comprenne tout le processus pour pouvoir en faire une thèse. Bon. Et ce travail a été publié sans moi, hein, parce que j'étais, comment dire, un sous-fifre hein, dans l'étude. J'y participais, mais pas comme un investigateur principal. Ça a été publié dans le New England Journal of Medicine, l'étude en question, donc elle avait une validité scientifique. Alors, par la suite, évidemment, les techniques de l'essai clinique ont été considérablement améliorées. Le législateur s'en est mêlé, il a dit bon ben non, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Je pense que c'est quelque chose il faut en refaire l'historique. Il y a eu des scandales épouvantables, hein, j'en parle dans mes livres, hein, le scandale des Coxib. On a dû améliorer la méthodologie de l'essai clinique et j'ai participé personnellement, mes études à Lyon, c'était des essais randomisés de la meilleure facture. J'ai jamais eu aucune critique. Vous voyez, souvent, quand vous présentez vos résultats, il y a quelqu'un qui vous dit oui, mais ceci, oui, mais cela. C'est ma spécialité de dire attendez, là, ça va pas, là, vous faites une erreur, c'est pas du vrai double aveugle, l'essai a été arrêté prématurément, il fallait pas. Quelle est votre hypothèse primaire si vous voulez, je rentre pas dans les détails, hein, mais je vous donne des mots qui vous permettent de comprendre que c'est toute une problématique, la méthodologie de l'essai clinique, et c'est pratiquement ma carrière professionnelle. Et c'est ce qu'on va retrouver dans votre formation que vous avez créée avec, je crois, plus de 34 vidéos, plus de 10 heures de vidéos. Et cette formation est incroyable parce qu'elle est vraiment, vous mettez des articles, nous avons aussi documenté, on revient sur beaucoup de recherches de votre carrière, donc vraiment c'est un petit peu vous délivrer tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc c'était pas en prison, hein. Non, mais vous nous délivrez votre travail. C'est vraiment un travail. Pas seulement le mien, hein, dans cette formation, comme vous dites, il y a 34 vidéos successives, mais c'est aussi le travail de multiples équipes que je peux critiquer par certains aspects, mais j'essaye aussi de rendre hommage à des gens qui ont fait des travaux formidables, hein, qui ont inventé des nouvelles techniques, le défibrillateur, la transplantation cardiaque, etc. C'est des points très très importants. Et je pense que dans cette formation, ce qu'on voit aussi, c'est comment les controverses évoluent et en fait comment, grâce à la méthode scientifique, on peut trouver des solutions et on peut finalement résoudre les principaux problèmes. On est à un stade très mature, hein, de la prévention des maladies cardiovasculaires. On sait comment il faut faire, mais il faut le faire. Et oui, je donne un exemple, hein, il faut adopter les habitudes alimentaires méditerranéennes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser des médicaments, parfois, hein, souvent, hein, parce que une fois qu'on a compris ce que c'est que la prédisposition à l'hypercoagulation, eh ben, il faut neutraliser ce problème. Et là, aujourd'hui, on peut dire que si on suit bien nos recommandations en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, on résout tous les problèmes. On a des solutions pour tous.
Vous l'expliquez vraiment très bien dans la formation. Merci. Il y a vraiment, ça a été fait de manière très rigoureuse et vraiment dans toute la trame que vous proposez, c'est vraiment chronologiquement on comprend plus de petit à petit les choses et je trouve qu'elle est merveilleusement construite et en même temps ça déconstruit beaucoup de choses sur lesquelles on pensait savoir et finalement on arrive à se dire bah oui on apprend autre chose, on voit autre chose et c'est complètement pertinent. En tout cas, oui Michel. Et on a des solutions pour tout le monde. Oui. Pour tous les problèmes, on connaît les solutions désormais. Oui, et surtout la solution, elle est vraiment d'apprendre aussi à se connaître, à savoir exactement ce qui se passe. Et là, on a vraiment des preuves à l'appui, c'est documenté, et je trouve que vraiment, ça permet de pouvoir être beaucoup plus autonome et de se prendre en main, puisque vous offrez aussi des clés avec justement le régime méditerranéen. Donc vous proposez, par exemple. Vous montrez en fait comment on peut changer notre mode de vie avec l'activité physique. Vous parlez aussi du French Paradox. Oui, ça c'est la question de l'alcool. Oui, tout à fait, mais qui est un élément important, surtout pour nous en France. Voilà, c'est important de le soulever. Que vous soyez soignant ou non soignant, cette formation est accessible à tous. Donc merci Michel, merci pour votre temps, merci pour ce webinaire. Alors merci de votre invitation. Alors je veux juste insister sur un point particulier. On devient autonome, on comprend mieux ce qui se passe et on peut mieux échanger avec les soignants, avec son médecin, son cardiologue, son diabétologue, etc., ou le nutritionniste qui vous donne des conseils. Et c'est ça qui est important. Hein. L'avenir de la médecine, c'est des échanges entre les soignants et les soignés, de telle manière que l'on pratique ce que je préconise, hein, c'est-à-dire la médecine de précision. Hein. Il faut arrêter avec cette médecine systématique où on donne systématiquement tel médicament. Non, chaque cas est un cas particulier qu'il faut investiguer précisément. C'est difficile parce que ça prend du temps. Et le temps, les soignants, ils n'en ont pas beaucoup. Merci Michel. Bonne soirée. Merci à vous.